On le sent tous sur nos factures. Les prix de l'énergie grimpent et les réglementations sont de plus en plus exigeantes. Du coup, la performance énergétique de nos bâtiments, c'est devenu un sujet central. Mais alors, par où commencer pour rendre nos maisons et nos bureaux plus sobres? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors ça, c'est une idée reçue qui a la vie dure. Spontanément, on pense aux voitures, aux avions. Mais non, nos logements et nos bureaux sont en fait les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Un géant un peu silencieux qui pèse très très lourd sur notre empreinte carbone collective. Bon, le constat est là. Mais concrètement, comment on fait la différence? Comment savoir si un bâtiment est un champion de l'efficacité ou au contraire une vraie passoire énergétique? Il nous faut un outil pour mesurer ça. Et justement, cet outil, il existe. On peut imaginer ça comme une sorte de bulletin de notes, mais pour les bâtiments. Il donne une note simple et claire qui permet de comprendre d'un seul coup d'œil ses performances. En France, cet outil, c'est le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique. En gros, c'est la carte d'identité énergétique d'un logement. Il est totalement obligatoire si on veut vendre ou louer un bien, et il donne une évaluation à la fois sur la consommation d'énergie et sur l'impact climatique. Et attention, ce n'est pas à vie, il est valable 10 ans. Alors, regardons ça de plus près. L'échelle va de A, le top du top, à G pour les bâtiments les plus gourmands en énergie, ceux qu'on appelle les passoires thermiques. Mais la vraie nouveauté, le truc super important depuis la réforme de 2021, c'est que la note finale, c'est la plus mauvaise des deux. Soit la consommation d'énergie, soit les émissions de CO2. Ça veut dire qu'un logement peut consommer peu, mais s'il est chauffé au fioul ou au gaz, des énergies très carbonées, sa note va chuter. C'est ce double critère qui change tout. Et cette note, attention, ce n'est pas juste pour faire joli sur une annonce. Elle a des conséquences très concrètes. Regardez cette frise. Dès 2025, c'est terminé, il sera interdit de mettre en location les logements classés G. Ensuite, ce sera le tour des F en 2028 et enfin des E en 2034. On n'est plus dans la simple recommandation là, c'est la loi. Et ça transforme en profondeur le marché de l'immobilier. Bon, le diagnostic est posé, on a la note, maintenant, on s'y prend comment pour les travaux? Par où on commence? La première étape, la plus cruciale, ce n'est pas de se jeter sur des technologies compliquées. C'est tout simplement de s'assurer que le bâtiment porte un bon manteau pour l'hiver. Là, c'est hyper parlant. Regardez le graphique de gauche. Un bâtiment mal isolé. La chaleur fuit absolument de partout. Le toit, les murs, les fenêtres, c'est une véritable hémorragie énergétique. Maintenant, passez au graphique de droite. C'est le même bâtiment, mais après une isolation costaud. D'un coup, les fuites par les murs et le toit, pouf, elles s'effondrent. Et la principale source de perte de chaleur devient, et de très loin, le renouvellement de l'air. C'est un changement complet de logique. La conclusion, elle est donc assez simple, non? La priorité absolue, c'est l'enveloppe du bâtiment. On améliore l'isolation thermique, on renforce l'étanchéité à l'air pour qu'il n'y ait plus de fuite, et c'est seulement après qu'on peut envisager de remplacer les équipements. Il faut vraiment respecter cet ordre pour que ce soit efficace, on colmate les fuites en premier. Ok, super, le bâtiment est maintenant bien étanche, c'est quasiment un thermos. Sauf que ça crée un nouveau défi. Comment est-ce qu'on assure une bonne qualité de l'air à l'intérieur sans ouvrir les fenêtres et laisser toute cette précieuse chaleur s'échapper? Et ce défi, il est de taille. Tenez-vous bien. Dans un bâtiment très performant, jusqu'à 70% des pertes de chaleur peuvent venir uniquement du renouvellement de l'air. C'est énorme! Ça veut dire qu'on peut faire des travaux d'isolation très chers et annuler une grosse partie des bénéfices juste en aérant quelques minutes. La solution, c'est donc d'installer une sorte de poumon intelligent pour le bâtiment. C'est ce qu'on appelle la ventilation mécanique contrôlée ou VMC double flux. Comment ça marche? C'est assez génial en fait. Premièrement, le système extrait l'air vicié, chaud et humide des pièces comme la cuisine ou la salle de bain. Deuxièmement, et c'est là toute la magie, cet air chaud, avant d'être évacué, passe dans un échangeur. Il va croiser l'air frais qui vient de l'extérieur et lui transmettre sa chaleur, sans jamais se mélanger. Troisièmement, cet air neuf, qui est maintenant préchauffé et filtré, est finalement insufflé tout doucement dans les pièces de vie. Malin non, on a de l'air frais en permanence, sans jeter la chaleur par les fenêtres. Bon, on récapitule. On a le manteau, c'est l'isolation. On a les poumons, c'est la ventilation. Qu'est-ce qui nous manque? Il manque le cerveau pour piloter tout ça. Alors ici, attention à ne pas tout mélanger. Il y a la GTC, la gestion technique centralisée. C'est un système qui gère une seule chose à la fois, comme le chauffage ou l'éclairage. Mais le vrai cerveau, c'est la GTB, la gestion technique du bâtiment. Elle intègre et pilote tous les systèmes en même temps, chauffage, ventilation, éclairage, depuis un seul tableau de bord. C'est le chef d'orchestre. Et concrètement, qu'est-ce qu'il fait ce cerveau? Il surveille les consommations en temps réel, il ajuste le chauffage et la lumière en fonction de l'occupation des lieux, il peut même détecter une panne avant qu'elle ne soit grave. Bref, il optimise tout en permanence pour un maximum de confort et un minimum de dépenses. Et est-ce que ça marche? Ah oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
La mise en place d'un système de GTB peut faire économiser jusqu'à 20% d'énergie. Et en même temps, ça peut réduire les émissions de CO2 de quasiment 15%. Ce n'est pas rien. C'est vraiment le pouvoir de l'optimisation. Alors si on met tout ça bout à bout, à quoi ça ressemble le chemin vers un bâtiment qui est vraiment paré pour l'avenir? En fait, c'est un parcours en 4 étapes, très logique. 1. On diagnostique avec le DPE pour savoir d'où on part. 2. On isole, on met le fameux manteau. 3. On ventile intelligemment, avec des poumons performants. Et enfin 4. On automatise, on ajoute le cerveau. Chaque étape s'appuie sur la précédente pour être pleinement efficace. Une fois qu'un bâtiment a atteint ce niveau d'efficacité, il reste une ultime étape, s'attaquer à la source même de l'énergie. Et là, on entre dans la décarbonation, via la production locale d'énergie renouvelable, comme avec des panneaux solaires par exemple. Le but n'est plus seulement de consommer moins, mais de produire une énergie propre. La boucle est bouclée. Tout ceci nous amène à la question finale. Face à des coûts qui s'envolent et des normes qui se durcissent, la performance énergétique n'est plus une option, c'est devenu une nécessité. La question de fond, c'est donc de savoir si le lieu où l'on vit ou on travaille est un atout pour demain ou une relique du passé.